Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance de recevoir Daniel Villamontero, le directeur pédagogique d'Alira, l'école un peu spécialisée dans tout ce qui est blockchain, Web3. Donc j'ai la chance de recevoir Daniel. Merci Daniel de passer du temps avec moi pour parler un peu d'Alira et de tous tes projets. Comment vas-tu déjà ? Bonjour Thibaut, je vais bien et je te remercie, merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et je vais bien. Disons que il y a pas mal de travail puisqu'on a lancé les certifications d'Alira il y a pas très longtemps. Je prépare les jurys, on vient de les clore, ils sont 27. Ça n'était pas complètement étranger, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je suis très heureux en cette journée. Effectivement, je vais sans doute constituer un des membres du jury, donc merci pour l'invitation. Alors j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu peux nous faire déjà, dans un premier temps, un rappel de ton parcours professionnel et ce qui t'a amené dans le milieu de la blockchain ? Alors, ce qui m'a amené dans le parcours, j'ai commencé très tôt. Très jeune au lycée, j'étais passionné par les ordinateurs. Mon père, passionné d'informatique, même si c'était pas son métier, avait eu un ordinateur très jeune, à une époque où ça coûtait le prix d'une voiture. Et en l'occurrence, je me suis toujours intéressé à ce milieu-là. Et très rapidement, à la fin du lycée, je voulais rejoindre l'université pour faire des jeux vidéo, pour coder en fait des jeux. Et assez rapidement, à l'université, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que en fait, il y avait beaucoup plus de problématiques que que le simple divertissement et que l'informatique résolvait d'innombrables problèmes, d'innombrables dilemmes. J'ai découvert donc l'algorithmique, j'ai redécouvert les mathématiques appliquées à l'informatique et je me suis tellement passionné par cette nouvelle vocation que j'ai décidé de rejoindre une école doctorale. Donc, je suis devenu doctorant et j'ai soutenu une thèse portant sur l'algorithmique des réseaux et les alliances interdomaines au sein d'Internet. Globalement, l'idée, c'est comment les opérateurs d'Internet se mettent d'accord pour proposer le meilleur service en s'aidant mutuellement entre eux lorsqu'ils transportent le trafic des autres. Donc, il y avait déjà cette question de confiance, il y avait déjà cette question de distribution, parce que ce sont des acteurs, il y avait de la théorie des jeux, et dans cette notion de décentralisation de théorie des jeux et faire en sorte que des acteurs qui ont on va dire, des intérêts divergents se mettent d'accord pour collaborer, pour être gagnant-gagnant, j'avais étudié Bitcoin assez rapidement, quelques mois, un an et demi après le white paper de Satoshi et les principes de tout simplement des blockchains, mais d'un point de vue complètement scientifique, hein, d'un point de vue cryptographique, d'un point de vue robustesse informatique, et pas du tout d'un point de vue spéculatif. Hein, je n'avais même pas acheté à ce moment-là. En plus, tout était en anglais. J'étais assez fâché avec l'anglais et j'avais essayé d'en acheter, mais ma carte bleue passait pas, donc du coup j'ai laissé tomber. Et du coup, j'ai mis ça un petit peu de côté. Et je l'ai toujours expliqué et étudié comme étant une curiosité technologique parmi d'autres. J'ai continué ma thèse, je l'ai terminée, je l'ai soutenue. Je me suis spécialisé par la suite dans la conception d'outils métiers, donc de RP, de CRM sur mesure pour des entreprises, hein, donc des cas pour des PME extrêmement précis, en agilité totale. Et à un moment donné, je me suis rendu compte en faisant ce métier qu'il me manquait quelque chose, c'était d'enseigner, puisque j'ai enseigné très très tôt à l'université. Dès ma licence, j'enseignais, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne. Et du coup, j'ai discuté avec le collaborateur que j'avais rejoint pour faire ces outils-là. Et il m'a dit, tiens, il y a des écoles comme ça, diverses et variées, des écoles privées d'ingénieurs qui ont besoin de formateurs pour expliquer ce que c'est qu'Internet, ce que c'est que les protocoles d'Internet et les réseaux, et la cryptographie asymétrique et symétrique, ce que je connaissais par cœur sur le bout des doigts. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais continuer à enseigner là-bas. Et j'ai pris un grand plaisir à continuer à enseigner dans ces milieux-là. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'enseigner et d'être directeur pédagogique dans d'autres écoles et j'ai monté ma propre petite agence avec quelques anciens que j'avais formés avec moi. Et à un moment donné, de plus en plus de clients, je continue à faire des outils ERP et CRM, ont commencé à m'interroger sur la possibilité d'utiliser du Web3, quelques-uns, un ou deux très timides, du Web3. Et en fait, c'est une technologie que j'avais toujours vue de loin. J'avais regardé un peu de doc, mais je m'étais jamais complètement plongé. Et j'ai profité effectivement de la situation pour faire une formation dans une école qui s'appelle Alira, que tu as cité tout à l'heure,
J'ai découvert effectivement les technologies que permet la blockchain Ethereum, le VM, les langages Solidity, la création de smart contracts. Étant développeur back Symfony d'origine, j'ai pas pu comprendre comment en fait cette technologie n'était pas plus utilisée puisqu'elle résolve énormément de problèmes et permet d'innombrables possibilités de fonctionnalités. Donc je suis tombé complètement amoureux de la technologie. Je suis tombé très amoureux aussi de l'école. Elle était complètement en distanciel. On était en pré-Covid, enfin en post-Covid. Et donc du coup, je me suis dit, écoutez, la pédagogie, je sais faire. La blockchain, c'est un sujet qui me passionne. Je viens d'être diplômé développeur blockchain. Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Et on a commencé à bosser ensemble. Et donc j'ai rejoint la blockchain, si j'ose dire, par la même manière avec laquelle je rejoins quasiment toutes mes passions, c'est par l'enseignement et l'organisation de l'enseignement autour de cela. Oh, bah écoute, sacrée expérience que tu as vécue. Ce qui me fascine, en fait, c'est qu'en fait, tu avais vraiment une base très prometteuse. Le fait d'avoir analysé tout ce qui était réseau pour trouver un consensus au sein d'acteurs qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas forcément confiance en eux, c'est parfait pour se rendre compte de la puissance de Bitcoin. Donc, et puis après, avec toutes tes expériences, c'est super. On reviendra un peu sur Alira. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire ce qui te fascine le plus à propos de Bitcoin? Et est-ce que, au passage, tu as d'autres cryptos qui t'intriguent particulièrement, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur voilà, ce que ça peut apporter au marché? Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Bitcoin et éventuellement d'autres cryptos qui t'intéressent? Ouais. Alors Bitcoin a pour moi une place toute particulière. J'ai une tendresse vraiment particulière pour Bitcoin. On aura l'occasion de l'expliquer tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lui et les autres blockchains, en fait, résolvent des problèmes qui sont bien connus par les informaticiens, qui sont bien connus par celles et ceux dont le métier est d'articuler, d'architecter les données. Et du coup, c'est pas un gadget. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure manière de se rendre compte que quelqu'un a une myopie technologique, numérique, flagrante, c'est qu'ils vous disent que la blockchain est un gadget. Si quelqu'un vous dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris ce que c'est que la donnée, qui n'a pas tout compris ce que c'est que la théorie des jeux, ce que c'est que les consensus, ce que c'est que les problèmes de distribution et décentralisation. C'est quelqu'un en fait qui vit dans une véritable myopie technologique et qui ne comprend pas ce qu'est le monde de la donnée, ce qui ne comprend pas ce qu'est Internet. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fascine dans Bitcoin, c'est que par une subtilité politique qui est due à Satoshi, une subtilité économique, quelque chose de vraiment intelligent, qui tient en 9 pages, puisqu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, Thibaut, comme tu le sais, l'anniversaire du white paper de Bitcoin. Et donc en 9 pages, avec une simplicité magistrale de maître, il a réussi à faire en sorte qu'on puisse résoudre un problème affreux dans les systèmes informatiques, c'est la malédiction des communs. Ça veut dire de pouvoir permettre à quelque chose de décentralisé de fonctionner tout en faisant en sorte que toutes celles et ceux qui font fonctionner ce système-là aient intérêt égoïstement à que ce système fonctionne correctement. C'est-à-dire que les mineurs ont intérêt à que leur bloc soit validé puisqu'ils sont récompensés. Et en fait, les gens qui utilisent le système ont besoin de ce que les mineurs vont recevoir comme récompense, à savoir les coins, pour pouvoir utiliser ce système qui garantit, parce que les mineurs ont intérêt à que ça fonctionne, que les transferts qu'ils vont faire à quelqu'un d'autre soient bien validés, soient bien menés et que leurs frais de transaction leur servent comme récompense pour les mineurs. Et donc, en fait, c'est un espèce d'écosystème, une espèce de symbiose d'acteurs, d'alliances naturelles en misant tout simplement sur l'égoïsme de chacun d'entre eux. Donc, en fait, il y a une véritable intelligence dans la nature humaine dans Bitcoin parce qu'il se dit Bitcoin est le système parfait pour les humains. Puisque l'humain est égoïste, Bitcoin fonctionnera bien. Et donc, j'ai une véritable fascination pour ça parce que les technologies blockchain, le fait de créer des blocs eurodatés qui sont liés cryptographiquement les uns après les autres pour qu'on n'en change pas l'ordre, ça existe depuis des dizaines d'années. Informatiquement, on sait faire ça depuis qu'on sait faire du hash. Les notions de blockchain et plein de ces notions-là ont existé bien avant Bitcoin. Satoshi n'a pas sorti ça de son chapeau. Il a pris des technologies qui existaient déjà, faire du SHA-256 pour valider pour définir un jeu concours, c'était facile à faire. Lier les blocs entre eux, il n'y avait rien de compliqué, ça se faisait depuis longtemps. Donc ces technologies-là ne sont pas nouvelles. Le génie consiste à dire que seront récompensés des acteurs qui font tourner cette blockchain par pas du dollar, pas du euro, pas de l'or, mais une monnaie qui est Bitcoin, qui va être utilisée pour justement l'utiliser.
Et donc, on crée un cercle vertueux entre ceux qui paient les frais de transaction, ceux qui font la création monétaire et ceux qui renforcent la chose. Naturellement, j'ai beaucoup d'affection aussi pour d'autres blockchains, notamment Ethereum, parce que justement, ils font la marche au-dessus, pas dans la question de valeur, mais dans la question technologique, de se dire que puisqu'effectivement, on a ce système-là qui fonctionne bien, reprenons ce système-là et permettons-lui de faire davantage, pas que des transactions, mais aussi des smart contracts sur lesquels on va pouvoir interagir. Et c'est là effectivement que ça aiguille ma curiosité. Toute blockchain suffisamment robuste et suffisamment solide pour gérer du smart contract change considérablement le rapport qu'on a à ce qu'on appelle vulgairement en informatique le back-office, enfin le back-end pour être exact. Ça veut dire que la partie back-end, c'est la partie du code qui permet de manipuler des données, de les stocker et d'interagir avec. Je vais résumer ça rapidement, Thibaut, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut qu'on voit les choses. Le web, ce qu'on appelle la technologie du web, la mention de Tim Berners, sert uniquement à une chose, visualiser des données et nous permettre d'interagir avec elles, éventuellement en allant d'une donnée à une autre par l'hyperlien. Le web, ce n'est que ça. J'affiche une donnée, je peux interagir avec elle, donc éventuellement rapporter du contenu supplémentaire pour qu'il soit stocké quelque part, et je peux passer d'une donnée à une autre par la notion d'hyperlien. Une fois qu'on a rassemblé ça, on a le web. Le web 1, on envoyait très peu de données. Il n'y avait qu'une personne qui envoyait des données pour compléter le site. C'était le créateur, le webmaster, la personne qui créait le site. Le principe du web 2, c'était de permettre aux gens de s'authentifier, de mettre un login mot de passe. Et avec les nombreuses plateformes dont les réseaux sociaux sont l'émanation la plus évidente, on apporte du contenu supplémentaire qui va finalement être la quasi-totalité du contenu de la plateforme. Donc, on paye finalement ce que les autres ont déposé et qui consomment aussi. Et le principe du web 3, c'est de se dire, à ce moment-là, eh ben, le code qui fait tourner l'application, le code qui permet d'interagir avec les données sont en partie stockés ou en totalité dans la blockchain. Et le code qui fait fonctionner l'application se trouve dans la blockchain. Donc open source, auditable, visible, donc complètement transparent. Et du coup, je n'ai plus besoin de gérer la maintenance, puisque comme en fait la blockchain maintient le smart contract pour moi, je laisse aux utilisateurs le soin de payer des frais de transaction pour pouvoir utiliser ces dApps-là et donc les rendre pérennes, résilientes et d'un point de vue informatique, osons le mot, un peu immortelles. Et c'est ça qui est intéressant dans le Web 3, c'est que ce n'est pas un effet de mode, c'est un complètement changement. Autant le Web 1 a été révolutionné par le Web 2, autant le Web 3 va être révolutionné par le Web 2. Et on va avoir inévitablement des sites Web 2 qui auront un tout petit peu de Web 3. Il y aura des sites qui seront totalement Web 3. Et donc, puisqu'effectivement Internet et le Web étaient on va dire, mon domaine de prédilection et ma grande passion, puisque j'avais enseigné ça déjà par ma thèse et déjà par les écoles dans lesquelles j'étais avant, qui effectivement étaient dans ces technologies-là, j'ai senti j'ai eu très rapidement la conviction, la conviction profonde, la certitude, si j'ose dire, qu'effectivement, cette solution-là était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus robuste et avec des opportunités flamboyantes pour la simple et bonne raison qu'en Web3, on peut faire des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire autrement et qu'inévitablement, ça allait changer une phase très conséquente de ce qu'on va utiliser tôt ou tard. Ouais, bah écoute, tu as expliqué ça d'une très belle façon et effectivement, ça mène à réfléchir. Je pense que ça va intriguer vraiment beaucoup de gens. Ce côté Web3, c'est hallucinant, tout ce qui se développe en ce moment en Web3. On se rend pas forcément compte. Nous, on est vraiment dans le domaine, mais allez un peu regarder. Il y a vraiment énormément d'entreprises qui se lancent dans le Web3. C'est assez fou et tant mieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter un peu le fonctionnement d'Alira, ses différents cursus, les objectifs de l'école et ce qui en fait sa force? Ouais. Alors, assez rapidement, je vais parler un tout petit peu de la genèse, du génésis d'Alira. Alira a commencé en 2019 et l'une des formations clés qu'elle avait au départ, c'était d'ailleurs au début la seule, était le principe du développement blockchain. Et en fait, a très rapidement eu pour cible la mise à jour et l'upgrade, si j'ose dire, des développeurs existants. Et donc, on avait des gens qui étaient en désir de reconversion professionnelle, pas dans le sens où ils passaient de quelque chose à développeur, mais qu'ils étaient développeurs et qui voulaient savoir faire autre chose de distinguant, de différenciant dans le marché du travail. Et donc, Alira a proposé des formations pour permettre en fait à des développeurs de devenir développeurs blockchain, de devenir développeurs Web3. Comme on pouvait avoir à une époque des gens qui étaient juste intégrateurs et qui voulaient savoir faire du JS et du PHP ou du n'importe quel autre framework comme Laravel ou je sais pas quoi pour faire des sites web. C'est-à-dire qu'on a eu des gens
qui étaient graphistes, qui voulaient devenir web designers. On avait des informaticiens qui ont voulu devenir web développeurs. Et ben aujourd'hui, on a des web développeurs qui veulent devenir développeurs blockchain. Et donc, on a eu ces formations-là qui étaient plus ou moins longues, mais qui n'étaient pas des formations initiales. C'est pas des gens qui sont au bac et qu'on amène vers un métier. Ce sont des gens qui ont déjà un métier et on leur apporte en fait un complément de compétences et de connaissances techniques supplémentaires pour pouvoir développer des applications très innovantes, puisque de toute manière, à cette époque-là, les développeurs Ethereum étaient extrêmement difficiles à trouver et donc extrêmement courtisés. Par la suite, on s'est très rapidement rendu compte, quelques années plus tard, qu'en fait, il n'y avait pas, comme à l'instar du web, il n'y a pas que des développeurs, et ben, dans les ambitions de celles et ceux qui voulaient comprendre la blockchain, il n'y avait pas que des développeurs qui voulaient devenir développeurs blockchain, mais il y avait aussi des gens, on va dire non techniques, pour le dire comme ça, des consultants IT, des chefs de projet, des experts marketing, des experts judiciaires, des gens qui étaient plus dans la communication, des gens qui étaient peut-être plus dans le juridique, dans le notarial, dans le conseil en investissement aussi, qui se disent la blockchain, les cryptos, le Web3, le métaverse, les NFT, toute cette nature-là est extrêmement difficile à premier abord à comprendre en lisant des articles à droite et à gauche. Hein. Il y a un travail d'acculturation extrêmement profond à faire. Il y a un travail énorme de tri entre ce qui est de la bonne explication, de la bonne vulgarisation et du fantasme de journaliste en mal de visibilité. Et donc, inévitablement, c'est pas évident de bien se former, d'avoir de trier de la bonne information de la mauvaise information. Et il désirait aussi être formé. Et donc, on a mis en place des formations de chef de projet dans un premier temps, puis plus tard, une formation qui s'appelle consultant blockchain, qui est la formation qui est de très loin aujourd'hui la plus utilisée chez Alira, dans laquelle effectivement nous avons des gens d'un certain âge, hein, la majorité d'entre eux ont plus de 40 ans, qui ont véritablement senti, parce qu'ils ont parfois eux-mêmes senti les virages d'Internet et les virages du web, et qui sentent effectivement ce virage-là, et pour des raisons assez évidentes d'optimisation de carrière, se disent au pire, j'aurais appris quelque chose d'intéressant et d'intellectuellement cultivant et la révolution n'aura pas lieu. Par contre, si la révolution a lieu, eh ben, au moins, j'aurais pas raté le train et je serais parmi les premiers et je serais bien content de l'avoir fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette logique-là. Très rapidement, ils sont passionnés puisque on rentre dans une communauté de plus de 1000 apprenants, de partenaires, de personnes qui travaillent avec nous, qui sont naturellement très passionnés, qui passent une grande partie de leur temps libre à faire de la veille et qui en parlent avec joie, tout comme moi. Et du coup, bah, inévitablement, ils sont dans un écosystème extrêmement stimulant intellectuellement, qui se remet en question en permanence, qui remet en question les a priori et les sacralisations de nos sociétés qui n'ont aucune raison de l'être en général. Et voilà. Après, on a eu une formation qui est plus légère, qui est en totale mutation actuellement, qui est de finances décentralisées, qui s'adresse en fait à des personnes qui voulaient en fait comprendre les écosystèmes, comment fonctionnent en fait toutes ces technologies-là et qui vont naturellement s'orienter pour comprendre ces protocoles-là parce qu'ils estiment effectivement que ces protocoles-là sont pas simples à comprendre et ils ont bien raison et ne veulent pas faire n'importe quoi dans leurs actions pour eux ou pour leur entreprise. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'en fait, toutes ces formations-là sont évaluées sensiblement de la même manière. On leur apprend effectivement à monter un projet, à le gérer, à faire de la gestion avec, à pouvoir comprendre effectivement comment un projet se monte, comment il est amené, comment le business model est établi, et à la fin pouvoir le déployer en prototype, voire même en prototype complètement déployé du côté développeur pour le présenter devant un jury de professionnels. Ça dure toujours 12 semaines. Les dernières montures, celles qui sont actuellement, sont axées sur du cours du soir. Donc, on a des formats, des lives en fait qui ont lieu entre 18h, enfin 18h, 19h, 21h, 22h. Hein, ça dépend des jours et ça dépend des formations, dans lesquelles ils vont rencontrer des formateurs référents qui vont revenir sur la plateforme et expliquer les plateformes de cours et expliquer les différentes choses qu'ils auront peut-être mal comprises. Qui vont aussi faire venir des experts, donc des acteurs de l'écosystème qui n'interviennent que une ou deux fois juste pour aborder effectivement la substantifique moelle d'un aspect très primordial de la blockchain ou des technologies pour effectivement qu'ils comprennent. On a aussi des experts de gestion de projet et d'agilité qui vont expliquer comment pouvoir monter leurs projets innovants et les définir et les mettre en œuvre. C'est le cas par exemple, hier on avait un CTO qui nous a expliqué ce qui est l'agilité mais de manière concrète, palpable et réelle, pas ce qu'il y a dans les bouquins mais ce que la réalité met en doute et en valeur cette méthodologie-là d'un moment et un autre. Et puis voilà, c'est à peu près ça l'idée. À la fin, ils deviennent soutenir devant des professionnels. Ça dure 12 semaines, c'est les cours du soir.
On a des petites choses supplémentaires. Moi, tous les lundis, je présente un acteur de l'écosystème. Tu as été invité une fois aussi. J'étais très heureux de t'accueillir pour effectivement parler de quels sont effectivement les différents métiers qu'on a, les différents écosystèmes sur lesquels on travaille. Et on se rend compte très rapidement qu'en fait, la blockchain, les technologies de l'écosystème de Web3 n'est pas une affaire de geek. Cela a peut-être été le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui n'est pas du tout une affaire de geek et est une affaire de toutes celles et ceux qui désirent entreprendre, qui désirent réaliser des projets, qui désirent en fait comprendre la société et éventuellement chercher à la rendre meilleure ou en tout cas plus équitable, et ainsi de suite. Voilà. Non, ce que je retiens comme information que j'avais pas forcément, c'est le fait qu'il y ait quand même beaucoup de gens de plus de 40 ans qui s'y mettent. Et ça, c'est assez dingue. C'est bien. Ça montre que vraiment, ça touche tout un tas de publics. Donc, les jeunes, effectivement, qui sont plutôt dans la tech, mais aussi des gens qui ont déjà un gros bagage technique et qui veulent vraiment se mettre à niveau sur ce nouvel univers. Merci en tout cas de ce retour. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur comment ça se passe à l'issue de cette formation? Est-ce que vous avez déjà un réseau avec des entreprises qui permettent de faciliter un peu les embauches ou d'avoir un carnet un peu de contacts pour facilement démarrer de façon professionnelle dans ce milieu? Ouais. Alors on est très inclusif. Quand je dis la communauté de Discord d'Alira comprend plus de 1000 personnes, c'est pas que des apprenants. Loin s'en faut, c'est aussi une bonne centaine de partenaires, de personnes qui ont des entreprises dans l'écosystème, des agences dans Web3, des influenceurs reconnus, des vulgarisateurs qui ont beaucoup de contacts, des advisors, des entreprises aussi qui représentent parfois des grands groupes, parfois même des banques qui sont chez Alira, et qui effectivement sont en contact en permanence avec les apprenants et auxquels les apprenants ont directement contact. Donc on crée de manière très naturelle un dialogue très ouvert directement par la plateforme de communication qui est Discord, de manière effectivement à que les apprenants, en fin de formation ou éventuellement après un autre contrat, puissent revenir, si j'ose dire, au bercail et échanger effectivement avec ces gens-là et éventuellement trouver des opportunités. Alors un autre point qui n'est pas négligeable, je suis pas, c'est pas juste par amour pour la communauté que je fais venir des jurys externes, quasiment exclusivement pour les certifications d'Alira, puisqu'il y a un président de jury qui fait partie d'Alira pour s'assurer que tout se passe bien. Tous les autres jurys ne connaissent pas les apprenants, ne travaillent pas pour Alira, ils sont partenaires, on les connaît, et ils apprécient effectivement le travail qu'on fait, et on apprécie en général le leur aussi, bien entendu, et ils vont pouvoir effectivement voir les apprenants sous leurs meilleurs jours, leur proposer des recrutements. Il y en a beaucoup qui viennent pour recruter, tout simplement, éventuellement pour prendre des projets, les accompagner, parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Le CDI dans le monde de la blockchain n'est pas forcément la norme. La majorité des apprenants ne sont pas tout de suite en CDI, ils ne sont pas recrutés par des grands groupes qui ont besoin de ça. Déjà, il faut noter quelque chose, c'est que beaucoup d'entre eux sont déjà en poste. Ça veut dire quand ils finissent la formation, ils étaient déjà en poste, c'était déjà des consultants, c'était déjà des développeurs. Ils ont juste rajouté cela à leur CV, ce qui sera très souvent une plus-value non négligeable pour leur entreprise, puisque ça leur permettra de faire des virages technologiques au moment donné où ça sera inévitable. Deuxième point aussi, il y en a beaucoup qui montent leur projet. Et donc, c'est intéressant aussi d'être en contact avec ses partenaires, avec ses advisors, avec ses jurys, avec ces gens de l'écosystème pour pouvoir effectivement avoir des bons carnets d'adresses, savoir qui contacter, savoir comment débloquer un financement. On a des experts dans la recherche de financement qui viennent expliquer aux Alériens de quelle manière en fait ils peuvent trouver des financements et de quelle manière ils peuvent faire des levées de fonds. Et globalement à cela aussi, on a les talks Alira qui vont faire rencontrer les différentes personnes de l'écosystème, qui va énormément améliorer leur capacité de générer du bouche à oreille et du réseau. Donc on ne fait pas du speed dating, on pourrait éventuellement le faire, mais on va dire que notre écosystème ne se prête pas vraiment à ça, à qu'il y ait un recruteur et qui voit des apprenants défiler avec leur CV. On est plus sur la création de différents outils qui permet autant à ceux qui recherchent un emploi de déposer leur CV et de dire sur quel projet ils aimeraient bien bosser, que, à contrario, toutes celles et ceux qui sont partenaires viennent très régulièrement sur le site dire j'ai besoin d'un développeur, j'ai besoin d'un expert en gestion de projet, j'ai besoin d'un expert en conformité ou en conformité juridique, etc., etc. Ils posent l'offre, ils le communiquent directement sur le chat, les gens viennent le contacter, les choses se font très naturellement. J'ai une véritable tendance à préférer l'organisation organique des choses en y mettant un terreau fertile et profitable plutôt qu'en fait de créer des simulacres de situations qui ne sont pas réelles.
Ok, c'est très clair. Et petite anecdote marrante, il y a quelques jours, j'étais à Paris pour un événement Web3 blockchain et il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Alira, des différentes promos. Donc, en tout cas, c'était des gens très compétents et qui avaient vraiment ça Ouais. au cœur. C'était vraiment une passion et ça forme vraiment pas mal de gens là en ce moment. Donc, enfin, tu me Ouais. confirmeras ça, mais ça explose un peu partout et j'en vois de plus en plus des gens qui viennent d'Alira. Ouais. Disons, déjà, on en recrute de plus en plus, donc forcément, ils sont de plus en plus visibles. Mais il y a aussi un point, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire en sorte que d'une part, ils soient passionnés par la chose. Parce que déjà, tu comptes pas tes heures et inévitablement, quand tu es passionné sur quelque chose, tu ne peux que devenir bon à force de le pratiquer. Et aussi un autre point, c'est on les encourage énormément de par les talks à l'IRA que je fais le lundi et des par en fait le mécanisme que je t'ai décrit tout à l'heure, à aller vers l'écosystème qui est encore relativement petit dans le tissu économique français. On se connaît tous très rapidement, le monde est relativement petit pour l'instant et il faut y aller. Il faut profiter pour l'instant qu'on peut encore serrer des mains de personnes relativement importantes de manière relativement accessible pour effectivement pouvoir entrer dans l'écosystème. Et naturellement, quand il y a des événements, on les encourage à y aller, mais je t'assure qu'on les pousse pas très fort pour qu'ils y aillent, hein. En général, il suffit juste de l'annoncer pour que les gens s'y précipitent. D'ailleurs, en l'occurrence, je me permets de saluer Alain Praz, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce matin, puisque lui-même avait organisé le Swiss Meet Blockchain Summit, donc un meet-up en fait de blockchain en Suisse, près de là où il habite, où effectivement j'ai eu l'occasion de faire une conférence ce matin en distanciel. Et donc du coup, eux-mêmes deviennent acteurs de l'écosystème. Alors ça, c'est un point qui est très important. On n'estime pas vivre que de l'écosystème, on a vraiment à cœur de faire vivre l'écosystème. Déjà en apportant de nouveaux acteurs jeunes et motivés, jeunes d'un point de vue professionnel, comme tu as pu le comprendre, mais aussi en les encourageant à eux-mêmes être architectes de cette croissance, de cette vulgarisation, de la compréhension des enjeux. On perd les professionnels les plus curieux. Et de toute manière, toute révolution technologique et sociétale va inévitablement, au fur et à mesure du temps, basculer doucement jusqu'à qu'à un moment donné, les premiers soient on va dire les rêveurs, les deuxièmes soient les curieux, les troisièmes soient les réalistes, et les quatrièmes soient simplement les gens en retard. Et donc, voilà, actuellement, pour l'instant, on s'attaque déjà aux curieux. C'est-à-dire qu'on a juste des personnes qui ont effectivement une activité tout à fait non blockchain, si j'ose dire, mais qui commencent à se dire, bah tiens, ça m'intéresse, on en parle, et j'ai à un moment donné envie de me faire ma propre opinion. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein. Être capable de faire sa propre opinion des choses, c'est la première liberté intellectuelle qu'on devrait inévitablement avoir en démocratie. Ne pas digérer le prêt-à-penser de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qu'on dit très souvent en blockchain, comme tu le sais très bien, c'est fais tes propres recherches, hein, do your own research. Et donc, effectivement, si quelque chose vous intéresse, documentez-vous, faites-vous votre propre idée, ne laissez pas quelqu'un construire votre pensée à votre place. Don't trust, verify. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Dernière question sur Alira. Face à la forte demande et vraiment au succès d'Alira, est-ce que vous avez prévu de vous étendre un peu et ouvrir des antennes ailleurs en France ou est-ce que pour le moment, c'est pas prévu? Alors, en fait, on n'a pas, quand tu dis, on est très décentralisé, mon cher Thibault. Oui, vous faites On a, tout en ligne. voilà, on n'a pas de locaux. Ça veut dire Et est-ce- que, effectivement, initialement, Alira avait des locaux à Paris, ce qui, inévitablement, d'un point de vue géographique extrêmement banal, avait limité très considérablement le public qu'on pouvait atteindre, même si Paris et la région parisienne est un endroit extrêmement dense. On s'est réalisé qu'aujourd'hui, chez Alira, sur la promotion en cours, deux tiers, voire même les trois quarts des apprenants ne sont pas de la région parisienne et même pas de la Grande Couronne. Ce sont des gens hors Île-de-France. Et donc, du coup, effectivement, on touche un public qui est très, très francophone. On a beaucoup de Belges. On a aussi des Québécois. On a aussi quelques personnes qui sont en Afrique francophone. Donc, on est déjà partout. On est déjà antenné partout, si j'ose dire. On a des nœuds validateurs un peu partout, si j'ose dire ça comme ça. Pour l'instant, pour des raisons assez qui nous tiennent à cœur, on s'adresse à un public francophone avec du contenu francophone parce qu'effectivement, le principe d'Alira, c'est d'avoir identifié qu'il y avait un véritable retard en France vis-à-vis de ça. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités qui font des modules entièrement dédiés à la blockchain. Pour l'instant, c'est pas le cas en France. Les anglo-saxons en général ont une longueur d'avance dans ce genre de choses-là et les grandes universités américaines disent fièrement qu'elles font des modules liés à la blockchain, ce que les universités françaises pour l'instant déclarent frileusement envisager éventuellement un module quelque part. Donc pour l'instant, effectivement, en France, on a un marché qui est très en retard.
Donc on prend place. On n'est pas naturellement les seuls, mais pour l'instant, les chiffres montrent qu'on est les plus grands. Et il y a énormément à faire pour l'instant. Et on a aussi cette volonté de faire les choses bien. Et le plus grand danger que peut avoir une école, c'est de vouloir grandir trop rapidement au risque de perdre son âme et au risque de perdre la qualité qu'elle est censée être amenée à offrir. Ok, c'est très clair. Bah, effectivement, la présence en ligne suffit pour démocratiser ça un peu partout dans les pays francophones. Mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des antennes physiques pour avoir un peu plus de proximité. Là, en l'occurrence, bah, c'est vrai que c'est pas le cas. C'est des profils de personnes qui sont déjà un peu habitués à tout ça et qui n'ont pas besoin d'être non plus accompagnés par la main en présentiel, j'imagine. Voilà, Donc, ça se comprend. voilà, globalement, bon, on envisage, hein, ces discussions qu'on a régulièrement, hein, de se dire, bon, il faudrait peut-être faire un jour un vrai petit bureau pour accueillir certaines personnes, enfin, parce que ça a plein de petits avantages. On reste quand même des animaux sociaux et on aime bien s'y retrouver en vrai, hein. On se retrouve naturellement entre nous en séminaire parce que l'écran, le micro et les écouteurs ne remplaceront pas le contact humain. Mais pour l'heure, effectivement, ça nous offre des possibilités de travail et de performance qui sont très difficilement égalables dans un vrai bureau avec des contraintes physiques. Ça, c'est sûr. Alors on bascule sur un autre sujet un peu plus général. Quand Ouais. quelqu'un te demande de t'expliquer, que tu expliques l'univers de Bitcoin, quel est le processus simple que tu vas exposer à cette personne et qu'est-ce que tu lui recommandes dans les premières étapes pour démarrer sur cet univers? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on pourra en faire un bouquin et tu connais très bien le sujet. Disons que Bitcoin est au carrefour d'innombrables compétences, technologies, connaissances et corps de métier. C'est un objet politique, c'est un objet économique, c'est un objet informatique, c'est un objet cryptographique, c'est un objet mathématique, c'est un objet culturel aussi. Donc c'est extrêmement compliqué de dire par quelle porte il faut rentrer. J'aurais tendance à dire que le plus important, c'est la porte qui te tient à cœur. Un informaticien n'a aucun problème à être ébahi par la simplicité éblouissante de Bitcoin. Neuf pages pour le white paper. C'est un animal extrêmement simple à comprendre. Je citerai un YouTuber que j'aime beaucoup qui disait, voilà, vous trouvez ça, mais personne n'a jamais dit que ça devrait être compliqué. Donc effectivement, il y a une simplicité informatique prodigieuse dans Bitcoin. Donc déjà, un informaticien va trouver ça intéressant et si c'est un informaticien, je lui aborderai cette question-là. Par contre, si c'est effectivement pas un informaticien, il faut aborder les questions autrement. Moi, j'ai tendance à dire que, avant toute chose, Bitcoin est un registre, est une manière d'inscrire les choses, une manière d'écrire les choses, de la même manière qu'un bouquin, de la même manière qu'une tablette d'argile avec lesquelles on va graver des valeurs dessus. Et en fait, l'avantage de ce registre, c'est qu'il est répliqué à des nombreux endroits sur Terre et qu'il a un mécanisme qui permet à tout à chacun de vérifier que chacune des pages de ce registre a bien été écrite par la personne qui prétend l'avoir écrit de manière cryptographique et qu'en fait, on ne pourra jamais effacer ce qui est écrit. C'est-à-dire que moi j'aime bien parler un peu d'Harry Potter, de magie et tout ça. Je dis, voilà, c'est un bouquin. Quand tu écris, on dit qui l'a fait, pas qui d'un point de vue personne, mais d'un point de vue cryptographique. Et personne ne pourra effacer cette chose-là quand la page sera validée. Et en fait, c'est un paradoxe que les gens comprennent assez mal, mais à l'invention de l'écriture, la première chose qui a été écrite, la première chose qui a été gravée dans l'argile, parce que c'était même pas encore du marbre à l'époque, c'est des registres comptables. Le cuneiforme sumérien, qui est une des premières formes d'écriture, était pour inscrire des registres comptables des temples, qui devait combien d'orge à qui avait payé sa taxe de bétail ou pas ça. C'est-à-dire que la première chose que l'humanité a faite quand elle a gravé quelque chose dans la pierre, ça a été de gérer qui doit à qui. Alors le qui doit à qui fait que ça met un peu en doute cette notion qui consiste à dire qu'au début il y avait le troc, puis après il y a la monnaie, puis après on a fait les banques, le crédit et tout ça. Ce mythe en fait du parcours monétaire qui est un peu théologique, hein, puisqu'on veut arriver à la fin disant que l'aboutissement c'est la dette. Vous avez des tas d'économistes et des tas de personnes extrêmement compétentes qui vous disent que c'est pas comme ça. C'est qu'au début il y avait des dettes. On retenait en fait qui devait à quoi. Plutôt que faire du troc, parce qu'on n'avait pas forcément à ce moment-là le truc qui convenait. Donc, je sais que je t'ai apporté de la viande pendant 2 semaines. Donc, le jour où tu auras du poisson, tu me rembourseras. Quand c'est dans une tribu, ça marche très très bien.
par affect et tout ce que vous voulez. Quand c'est plus grand, quand c'est les premières villes, les premiers grands villages, il faut le noter quelque part. Et il y avait des gens dont c'était le métier de noter qui doit à qui. Et en fait, c'est ça qui est très important, c'est que la première chose que l'humanité a fait quand on pouvait graver quelque chose dans le marbre ou dans l'argile, c'était de gérer qui doit à qui, donc gérer des écritures scripturales financières. C'est la première utilisation de l'humanité. Et donc, la première fois qu'en informatique, on arrive à faire ce livre magique d'Harry Potter, qui permet d'inscrire quelque chose sans avoir besoin de dépendre d'un prêtre, ou de dépendre d'un culte, d'une religion, ou de dépendre d'un banquier ou d'une institution financière, pour te certifier d'un point de vue presque notarial, d'un point de vue informatique, que cette chose a bien été écrite, que celui qui l'a écrit a été validé par des gens qui n'ont pas intérêt à mentir, parce que c'est tout intérêt à que ce système continue à fonctionner, puisque le bon fonctionnement de ce système définit les propres intérêts qu'ils ont à le faire tourner. Et bien à ce moment-là, il est normal que l'une des inventions les plus intéressantes de la réécriture, de l'épisode 2 de l'écriture 2, le retour, soit la monnaie. Puisque justement, la première fois qu'on a inventé l'écriture, on a inventé la monnaie au sens scriptural du terme. Et ben la première fois qu'on invente une nouvelle forme d'écriture, il est tout à fait normal qu'on revisite la monnaie. Alors, ça, c'est un point qui est important. Moi, je dis toujours que la blockchain et le NFT, parce que le NFT est une façon de dire que telle chose appartient à telle personne d'une manière ou d'une autre, hein, c'est une nouvelle forme d'écriture. On a décidé qu'on allait écrire autrement, sans dépendre d'un tiers de confiance qui vous assure que les registres sont bien tenus. Inévitablement, ça change les cartes du jeu. Ça fâche beaucoup de personnes dont le métier était de valider la véracité d'un registre. C'est évident quand on redistribue, comme mon père dit, quand on redistribue les cartes au poker, il y a souvent des gens qui galent. Donc forcément, si on redistribue les cartes au poker et qu'on avait un double as, il est un peu normal qu'on tire la gueule. Et en l'occurrence, effectivement, cette chose-là, cette nouvelle invention de l'écriture, rebalance les cartes en disant que il y a peut-être des métiers qui vont pas disparaître, mais qui vont devoir changer leur manière de travailler. Tout comme l'électricité a changé la manière de travailler de beaucoup de personnes, qu'Internet a changé la manière de travailler de beaucoup de personnes, et que d'innombrables technologies ont changé la manière de beaucoup de personnes. Alors, il y a beaucoup d'économistes qui disent que les innovations technologiques n'ont pas changé l'économie. C'est-à-dire que l'économie est quelque chose de naturel comme ça, et que la technologie ne change pas la nature économique des choses. J'aurais tendance à leur dire oui, peut-être ou pas. Parce que l'écriture, faire de l'économie sans écriture, j'aimerais bien t'y voir, Coco. Faire de l'économie sans mathématiques, j'aimerais bien t'y voir aussi, parce que voilà, c'est une innovation technologique, les mathématiques, au mine de rien. Donc, il fallait bien des choses pour définir l'économie, donc les mathématiques et l'écriture pour tenir en fait ce qui est les registres économiques. Et ben, si on réinvente la manière de gérer l'économie, on peut peut-être réinventer la manière de gérer l'économie aussi. Et parallèlement à ça, il y a plein de petites choses comme ça qui font changer notre façon de voir le monde. Et je citerai une citation que j'aime beaucoup de Victor Hugo dans la cathédrale, enfin dans le livre de Notre-Dame, qui dit ceci tuera cela. Quand il dit ceci tuera cela, il parle de l'imprimerie qui va tuer la position de l'Église dominante catholique de l'époque, dans le sens où pendant très longtemps, la parole d'église, les textes saints, étaient transmis par quelqu'un qui était mandaté pour le faire, un prêtre, qui transmettait en latin ce qui était la parole de Dieu. Et le public, ou en tout cas peut-être pas le public, mais les croyants, prenaient pour argent comptant, c'est le cas de le dire, ce qui était dit. À partir du moment où on a pu imprimer ces textes saints et qu'on a permis à n'importe qui de pouvoir s'en faire une réinterprétation de ce qu'étaient les textes saints, on a commencé à avoir des gens qui disaient attendez, monsieur le curé, ce que vous dites, c'est pas exactement ce qui est écrit là-dessus. Vous faites une interprétation pour arranger la messe d'aujourd'hui parce que le comte a dit qu'il fallait aller à la guerre ou je sais pas quoi. Et on a vu le protestantisme naturellement naître de ça. Ça veut dire à partir du moment où on a laissé des gens se faire une opinion, se faire leur propre idée, leur fucking, si j'ose dire, propre recherche, Thibaut, sur effectivement quelque chose qui n'avait jamais été remis en question, eh bien, inévitablement, la société a réagi et d'autres sociétés, en l'occurrence ici des religions, ont naturellement vu le jour. Eh ben, aujourd'hui, on a quelque chose qui n'a jamais été remis en question ou très très peu, ou seulement dans des cercles très privés, hein, d'économistes, entre l'école autrichienne et les keynésianismes. L'économie, ça doit être ça. Des gens qui me disent, voilà, il faut qu'une monnaie puisse être infinie. Je dis,
Bah, pourquoi? Pourquoi faut-il qu'une monnaie peut être infinie? La monnaie n'a pas été infinie pendant des millénaires et ça n'a jamais posé un problème pour gérer une économie. Pourquoi une monnaie doit être finie? Bah, pourquoi? Peut-être qu'elle doit être infinie aussi. Donc, il n'y a pas de raison mathématique. L'économie reste quand même une science non exacte. La monnaie n'est pas naturelle, hein, c'est même Aristote qui le dit. Et donc, du coup, si on réinvente une autre manière de gérer ces choses-là, qui permet aussi au public de voir que l'économie peut être gérée de nombreuses manières différentes, bah, arriverons-nous peut-être à avoir des courants de pensée différents. Et c'est ce que je dirais à quelqu'un qui veut comprendre ce que c'est que Bitcoin. Bah, je veux dire, bah, écoutez, c'est une nouvelle réinvention d'un bouquin. Un bouquin, l'écriture, permet de refaire énormément de choses. Et ben maintenant, on refait une nouvelle forme d'écriture, sans avoir besoin de quelqu'un qui vous dit comment écrire et qui vous dit surtout que telle page n'a pas été changée. Wow, eh ben effectivement, il y a plein de choses passionnantes dans ce que tu viens de dire et je suis d'accord, hein, ça va transformer énormément de choses. La fameuse destruction créatrice, un peu que tu disais. Et donc c'est intéressant de voir du coup ton approche pour expliquer ça. Moi souvent, bah, c'est pas du tout de la même façon forcément, on explique les choses différemment, mais moi souvent j'oriente quand même un truc qui marche quand même très bien, c'est le reportage Le Mystère Satoshi qui est fantastique de Rémi Forte et qui permet d'allier, combiner plusieurs choses, qui fait qu'en général ça donne beaucoup de sens à différents types de profils. Je suis d'accord que le discours doit s'adresser avant tout bah, en fonction de la personne, si c'est plutôt un texte, si c'est plutôt quelqu'un qui connaît pas trop. Mais franchement, le reportage, moi, souvent de Le Mystère Satoshi, je trouve que c'est vraiment, ça ouvre la porte et après les gens, soit ils continuent d'ouvrir la porte et ils partent sur le sujet qui leur plaît, que ce soit l'économie, la finance, la blockchain ou autre. Mais c'est vraiment pour moi mon point d'entrée facile quand quelqu'un veut, entre guillemets, mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est ce que moi je recommande. Et puis bah, après, je l'agrémente une fois que les gens ont vu le reportage parce que c'est beaucoup plus simple ensuite d'embrayer une fois que ce reportage a déjà été vu. En tout cas, super intéressant. Merci pour ce que tu viens de nous transmettre. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est-ce que tu vois le marché des crypto-monnaies évoluer dans les prochaines années? Quel est pour toi le tournant majeur, technologique ou sur les fondamentaux qui va arriver, qui va bouleverser un peu tout ça? Bon, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas trader, je ne suis pas chartiste, même si c'est une discipline que je trouve extrêmement intéressante et passionnante. Par contre, il y a quelque chose dont je suis relativement sûr. C'est que un des aspects les plus réducteurs, c'est de ne voir les cryptos qu'à travers l'étiquette du prix. De par les médias, de par d'ailleurs les médias qui parlent de cryptos qui ne sont pas cryptos, qui sont en fait des médias de trade, hein, de marché. Et je suis très heureux qu'ils commencent à en parler de manière un peu plus sérieuse, parce que globalement, ça démocratise la chose. On est toujours sur l'Ethereum a pris tant, enfin l'Ether a pris tant, le Bitcoin a pris tant. On voit des chandeliers japonais avec des Fibo et deux ou trois figures et un petit peu de et quelques nuages japonais, enfin de techniques japonaises, Ishimoku. Et donc du coup, on se dit bah voilà, c'est bien mignon tout ça, mais c'est que des prix. Bah, effectivement, si on voit Apple et on se dit c'est que des prix, bah non, Apple c'est pas qu'un prix. Après, c'est une entreprise, une offre, c'est des produits, c'est de la recherche, c'est de l'investissement, c'est tout ce qu'Apple est. Bah, effectivement, pour les cryptos, c'est pareil. Derrière la ficelle du prix, il y a un objet. Le principe de la blockchain, c'est d'être l'Internet des valeurs. Le principe de la blockchain, c'est de donner de la rareté à un jeton qui numériquement ne devait pas par nature l'être, puisqu'on peut copier du numérique à volonté. Et la seule manière de ne pas copier du numérique à volonté, c'est d'avoir un registre qui dit qu'on ne copie pas. Et donc, du coup, moi, ce que je vois pour les prochaines années, bah, c'est que au fur et à mesure du temps, il va y avoir des usages, notamment par rapport aux smart contracts, qui vont être de plus en plus intéressants. Et en fait, le marché va évoluer d'une manière très très simple, c'est qu'on va arrêter d'acheter de la crypto pour spéculer et qu'on va, à mon sens, dans 10 ans, acheter de la crypto pour l'utiliser. On est dans un monde où, en fait, le parallèle que je peux donner, Thibaut, c'est on va dans un nouveau continent et voilà, on est là, tranquillement, en train de se battre avec les Indiens et les bisons. Et puis, il y a un bonhomme qui tape et on trouve du pétrole qui gise. Et en fait, personne n'a connu le pétrole. On ne savait pas ce que c'était que le pétrole. Et les gens disent, ah, mais ça, attends, je suis sûr qu'un jour on pourra le brûler et faire tourner des bagnoles avec. On est à cheval, hein. Et donc, en fait, la majorité des gens disent, bah non, mais bon, j'en ai pas besoin maintenant, je suis très bien avec mon cheval, peinard et tout ça. Et donc, on a des gens qui croient que ce pétrole va servir à faire tourner des choses, et d'autres qui disent que ça servira à jamais rien. Et en fait, le problème, c'est que ce pétrole sert déjà à faire tourner des choses. Ether sert déjà à faire tourner la blockchain Ethereum, sert déjà à déployer des contrats. Moi, j'utilise de l'Ether tous les jours. C'est ma matière première. Je suis boulanger, j'utilise de la farine. Sauf qu'on est dans un monde où 99% des gens
n'achètent pas de la farine pour faire du pain, ils achètent de la farine parce que apparemment la farine va garder son prix, est une réserve de valeur, où on peut spéculer avec, où ça fait in de l'acheter. Au moment où les gens vont être de plus en plus boulangers, au moment où les gens vont se rendre compte que oui, déployer des smart contrats va peut-être être demain indispensable pour toute entreprise, que effectivement la dépense de crypto va être à côté du papier toilette, des stylos et des bonbonnes d'eau dans le bureau. C'est-à-dire qu'on va se dire, il faut qu'on achète tous les mois de la crypto pour déployer les smart contrats, pour faire les transactions avec les clients, pour agir dans leur registre de blockchain, puisque tout le monde y agit et que si je n'y agis pas, je vais me faire engueuler par mes clients parce qu'on vous dira que je suis pas assez transparent. À partir du moment où la crypto va devenir une matière première nécessaire au fonctionnement administratif des entreprises, la question se posera plus. Il n'y a plus personne qui va dire ah, t'as acheté de l'Ether et tout. J'ai besoin d'Ether, mec. Tous les jours, j'en utilise pour valider des transactions avec mes clients. Donc, c'est juste comme si j'achetais un abonnement Internet. Arrête de me prendre les pieds. Et c'est ça qui est un point indispensable. C'est quand les gens vont comprendre que ça sert et quand ça va être servi par tout le monde, la question de comment évoluer les marchés ne se posera même plus. Effectivement, on aura la dernière blockchain à la mode qui a plus de promesses. Donc, on va acheter ce carburant-là, cette encre. Moi, j'appelle ça de l'encre. C'est-à-dire que voilà, je dis c'est un nouveau registre. Bah écoutez, moi j'ai acheté des plumes et des encres. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va beaucoup écrire dans ce bouquin et j'aimerais ne pas être à court d'encre. Donc j'en achète pendant que c'est pas cher. Et c'est pas pour spéculer, c'est pour dans le but de vraiment la cramer, de vraiment l'utiliser. Donc du coup, comme je pense qu'un jour j'en avoir besoin, je l'achète pour pouvoir l'utiliser avant qu'elle soit hors de prix. Et donc c'est ça qui pour moi en fait la raison d'être en fait de la majorité des cryptos et la majorité des jetons, c'est de vraiment avoir une utilité et de ne pas être juste quelque chose qu'on achète et qu'on vend et qui fait naturellement aujourd'hui, malheureusement pour mon plus grand malheur, la joie de beaucoup de traders. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et une fois que cette chose-là est comprise et saisie, le monde est vu complètement différemment et vous allez voir les gens qui vous disent telle crypto est spéculative. Déjà, ça me rend fou quand les gens disent ça. Je dis, mais le mariage est spéculatif, les études sont spéculatives, acheter un appartement est spéculatif. Toute incertitude dans le temps, on a envie qu'elle soit heureuse. Donc, prévoir pour le futur n'est pas mal. C'est quoi cette réponse du curé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette conscience-là. Et à partir de ce moment-là, bah, le marché évoluera comme il doit évoluer. Et si demain on trouve une autre technologie qui ne s'appellerait pas la blockchain, mais autre chose, mais qui permet de faire ce que la blockchain fait, bah, probablement que les cryptos s'effondreront parce que telle autre technologie sera plus intéressante. Mais c'est la matière première d'une technologie. C'est le combustible, l'encre, la plume, choisis le thème que de la farine, choisis le thème que tu voudras, d'une nouvelle manière de travailler. Ouais, bah écoute, l'image de l'encre, de la plume et du livre, pour moi, ça me parle tout de suite. Donc, je pense que c'est effectivement une très belle image de dire ça, que tu investis sur l'avenir pour pouvoir écrire plus longtemps et comme tu le souhaiteras plus tard. Ok. Est-ce que maintenant, quelque chose d'un peu plus léger, est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Bah, j'ai gardé la vieille passion de jeunesse. Je joue beaucoup. J'adore jouer. Je PC, pas les jeux d'argent, contrairement à ce qu'on imagine, parce que je déteste perdre. Donc, si en plus de ça, que je perds, et en plus je perds de l'argent, donc t'imagines, c'est double punition pour moi. Non, non, j'aime beaucoup les jeux. Je trouve en fait que aimer l'éducation et aimer les jeux est quelque chose d'intimement lié. Et je fais en sorte que mes apprenants en fait trouvent plaisir, trouvent gamifiant, trouvent glorifiant de réussir quelque chose. Et je trouve une partie de mon inspiration dans le jeu. Je gamifie un peu certains aspects de ce qu'on fait chez Alira. Donc les jeux vidéo, les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de jeux de rôle. J'ai beaucoup de jeux de rôle, les jeux de société. J'adore les jeux de société. Plus c'est compliqué, plus il y a de jetons, plus il y a de dés, plus j'adore ça. Et donc du coup, effectivement, j'aime être joueur et je pense que je jouerai peut-être juste aux dames et aux échecs quand je serai vieux, mais je jouerai toute ma vie. Et je pense qu'une partie de notre âme d'enfant qui est un peu curieuse, qui est un peu rêveuse, qui est surtout pas très pessimiste et pas très fataliste, on nourrit cet animal-là qu'on a en nous, qu'on a toujours eu en nous, en le faisant un peu jouer. Et je pense que quand on arrête de jouer, quand on arrête de prendre plaisir à imaginer, on s'enferme soi-même dans quelque chose qui est pas forcément très, en tout cas que je n'envie pas. Donc oui, ma passion encore, c'est les jeux. Et bon, comme le monde de la blockchain, c'est un peu un monde de jeux aussi, puisqu'il y a des jeux dans la blockchain. Il y a ce petit côté un peu curieux, il y a ce petit côté un peu innovant. C'est plutôt quelque chose qui se marie relativement bien. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, c'est un des premiers secteurs qui va être bouleversé dans les mois et années à venir. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça. Et je pense que tu seras particulièrement intéressé, du coup, toi qui joues un peu à côté. Pour finir ce superbe échange, on va faire parler un peu ton expérience. Quel serait le conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet Web3? Il y aurait beaucoup de conseils.
comme tu peux te l'imaginer, moi, j'en donnerais qu'un seul. Mettez les mains dans le cambouis. Je donne un parallèle qui est très simple. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu l'eau, enfin, il a vu de l'eau en bouteille, d'accord? Mais il a jamais vu de lac, il a jamais vu de rivière, il a jamais vu de mer. En film, en dessin, même raconté. Et que tu lui expliques qu'un bateau peut flotter, il ne peut pas comprendre ça. Personne ne comprend la poussée d'Archimède sans la voir. Personne ne comprend que quelque chose de plus léger que l'eau ne coule pas et flotte. D'accord? Si tu n'as jamais vu un ballon voler, va t'expliquer que si tu remplis un ballon avec un gaz plus léger, il va voler. Personne ne comprend ça. Il faut voir les choses. Notre cerveau est un cerveau primitif. Euh, on n'a aucun problème à faire comprendre aux gens ce que les gens voient. C'est pour ça que les crises climatiques et le problème du climat est aussi problématique. On sait qu'on va tous prendre super cher, mais personne ne réagit parce que personne ne le voit. Donc notre cerveau primitif, il est là et il dit ah bah non, mais regarde, c'est bon, hein, réchauffement climatique, tout va bien. Tant que tu verras pas une forêt brûler et défoncer ton chalet à coups de flamme, tant que tu ne verras pas des gens crever de soif parce que leurs terrains se sont asséchés, le danger climatique, c'est juste du fantasme. C'est juste un imaginaire que notre cortex a développé, mais on ne l'a pas vu. Et donc, en fait, il ne nous frappe pas. Et ben, les technologies, c'est pareil. Le problème avec la blockchain, c'est que ça ne touche pas. Le problème avec la blockchain, c'est que c'est numérique, c'est imaginaire, et donc du coup, pas imaginaire, mais c'est numérique, je dirais pas virtuel, parce que virtuel a encore une connotation comme imaginaire que j'aime pas. C'est numérique, on touche pas les choses numériques. Les informaticiens voient des choses que les gens ordinaires ne voient pas. Vous savez, quand en matrice, quand on voit les chiffres, bah, c'est un peu ça. On voit, on tape. Pourquoi? Parce on a interagi avec ces données, donc on sait qu'elles sont réelles. Donc mettez dans le cambouis. Je vous demande pas de faire de l'informatique, mais je vous demande de acheter 3 euros de crypto, 1, 5 euros de crypto, ou 10 euros, ce que la carte peut laisser passer, le minimum que la carte laissait passer. Prenez un wallet, installez-le, transférez-vous ces cryptos, voyez des tutos, essayez de faire une transaction. Ça ne sert à rien, mais vous touchez la matière, vous voyez le bateau flotter, vous êtes dans le bateau. Et à ce moment-là, on peut parler. À ce moment-là, vous pouvez dire je veux faire du Web3. Donc déjà, pour commencer, toucher la matière et du coup, encourager les gens à toucher la matière. Et pour vous lancer dans un projet blockchain, bah, soyez curieux tout le temps. Voyez les technos qui arrivent, installez tous les wallets à chaque fois. Il y a une nouvelle blockchain, j'ai envie de la tester. Il y a un nouveau protocole, j'ai envie de le tester. Vous êtes dans un monde terriblement vivant, terriblement vivace. Soyez curieux et ne prenez jamais pour acquis ce que vous savez déjà, surtout pas dans ce monde-là. Les carrières se détruisent, les entreprises coulent de ne pas savoir se remettre en question. Donc ne soyez pas comme eux. Eh ben, ça termine très bien cette interview. Merci pour tout ce que tu as pu transmettre à travers cette interview. Je mettrai bien évidemment des liens vers Alira, vers Daniel. Enfin voilà, tous les liens nécessaires seront en description de cet épisode. Merci encore, Daniel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant? Je crois que tu as un petit slogan là que tu mets souvent à la fin de tes posts Ah, LinkedIn. Tu veux alors, figure-toi que je suis devant LinkedIn là, et j'ai justement un post qui a duré sur 1 heure sur quelqu'un qui m'embête avec ce slogan. Je dis, et du coup, je me permets de lui répondre parce que j'ai pas envie de l'écrire. Le gars, le post date de 1 mois et maintenant il répond. Tu vois, donc déjà, ça fait 1 mois qu'il dort pas, hein. J'avais fait un post il y a pas longtemps sur Ethereum va détruire Bitcoin ou va rendre Bitcoin obsolète. Et j'expliquais quand on a inventé l'aluminium, on n'a pas dit que ça remettait en question l'or. Le but d'Ethereum, c'est de pouvoir déployer des smart contracts. Le but de Bitcoin, c'est d'être la monnaie mondiale et internationale que tout le monde attendait, et de ne faire que ça, mais de le faire bien. Et l'Ethereum d'être porteur d'innovation. Donc, que l'aluminium prenne du prix n'a rien à voir avec l'or. Ce sont deux objets différents. Ce sont deux métaux, bien entendu, mais c'est des fonctionnalités et des usages très différents. Il n'y a pas de raison que l'un soit plus cher que l'autre. Enfin, on va rien dire sur que l'un soit plus cher que l'autre. Ça n'a pas de sens. Bon. Et donc, du coup, moi, j'ai un slogan que je dis très souvent, c'est que pour changer le monde, il faut changer d'outil. Voilà. Et en fait, ce slogan, dans l'époque où on vit, où on est en train de parler de décroissance, cette phrase-là, qui est d'une simplicité très simple, très philosophique et très, très ordinaire, moi j'aime bien les choses simples, est remise en question en disant ouais, mais ça veut dire qu'il faut faire de l'innovation et il faut toujours la technologie pour la technologie, revenons avec des calèches et des chevaux. Bon. Moi, on peut revenir demain dans un monde de calèches, ça ne me dérange pas. Je trouverai d'autres manières de m'amuser, d'autres manières d'être innovant. Quand je dis que pour changer le monde, il faut changer d'outil, ça ne veut pas dire que l'outil doit être nouvel. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer le monde si on ne change pas la manière avec laquelle on travaille. Donc on ne peut pas changer le monde si on utilise encore de la centrale à charbon.
Ça veut dire que revenir à un ancien outil, c'est aussi changer d'outil. Et que donc, en fait, l'outil qui est un terme extrêmement générique, la langue est un outil, le verbe est un outil, la rhétorique est un outil, la démocratie est un outil social, fait que si on veut changer les choses, on ne pourra pas le faire si on ne change pas la manière avec laquelle on agit sur les choses. Donc cette phrase très très simple en fait dit des choses beaucoup plus compliquées. Et pour moi, le principe de la blockchain est très important là-dessus. C'est que puisqu'on a la possibilité de voir les choses différentes, on ne peut pas en vouloir à celles et ceux donc, qui sont adeptes de penser le monde différemment, puisqu'ils ont la possibilité de le faire. Voilà. Wow, bah super, hein. Très belle phrase pour terminer cette interview. Merci encore beaucoup, Daniel, pour cette intervention et j'aurai le plaisir de te revoir ou du moins me connecter pour le jury d'Alira dans quelques semaines. Donc merci encore à toi pour l'invitation et merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Salut Daniel et salut à tout le monde. Salut Thibaut, merci encore pour tout et au revoir.